Ça fait un long moment que j'avais envie de parler du recul de la démocratie et notamment dans les pays promoteurs de la démocratie. Alors bien évidemment, on se souvient tous des restrictions liberticides lors du confinement dû au Covid-19. On a tous été absolument choqués et traumatisés par le blocage des comptes bancaires des camionneurs manifestants au Canada. Or, ces mesures restrictives ne sont pas toutes à voir reculer. Bien au contraire, il semble même que dans ces pays démocratiques, on est lâché du lest sur les valeurs démocratiques. Moi, par exemple, je suis toujours marquée par les gros plans sur le candidat Macron lors des élections présidentielles françaises, qui dissimulait un manque de support populaire et qui avouait l'élection un peu forcée d'un candidat. Et puis encore dernièrement, au Royaume-Uni, la nomination et non pas élection de Rishi Sunak nous rappelle qu'au Royaume-Uni, le système n'est pas démocratique. En vérité, moi, ce que je voulais faire réellement, c'était remettre en cause le fonctionnement du système démocratique et le fait qu'il serve l'intérêt général. Or, si comme moi, vous avez été à l'école de la République et que vous avez bien suivi les cours d'éducation civique, vous savez qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, notamment remettre en cause la République, la démocratie ou encore le sionisme. Et du coup, si on veut parler de ça, il faut prendre les choses du bon angle. Et quelle meilleure opportunité que cette affaire FTX qui met à nu le monde de la finance et révèle que le système démocratique est par essence corrompu. Fraude, blanchiment d'argent, corruption, népotisme, policule. Policule, alors ça c'est un terme que j'ai appris avec cette affaire. On en apprend chaque jour. FTX a été généreux et a tout mis sur la table. Connaître les dessous de cette affaire est d'une grande importance, pas seulement parce que, oui, les faits sont tout à fait croustillants et qu'ils révèlent le fonctionnement du système, mais parce qu'ils auront des répercussions liberticides qui cadreront notre société, précisément à travers la mise en place de monnaies digitales centralisées. C'est le projet de CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Alors vous vous souvenez de cet exemple des camionneurs protestants au Canada. On a bloqué leur compte une fois qu'ils ont protesté. Imaginez qu'avec des monnaies digitales qui sont contenues dans un portefeuille digital, un wallet programmable, eh bien une fois que vous avez pensé à les protester, on pourrait vous empêcher de payer votre gasoil pour y aller ou encore vous empêcher de payer le péage que vous devez traverser pour y aller. C'est à ce point alarmant. Et donc il faut comprendre que FTX n'est pas seulement un scandale financier, mais réellement une machine de gouvernance moderne aux mains des hautes sphères politiques. Et elle n'est pas morte, même si FTX est en faillite, elle était une expérimentation et elle est en mutation. Elle est le fruit d'une longue tradition incestueuse entre le monde des affaires et le monde politique. Une relation qui est inhérente en fait au système capitaliste. Peu de médias parlent du fond du problème. On a voulu croire à une simple crise de liquidité, un bank run, pour sauver évidemment le soldat Sam, le fondateur qui est l'homme de paille, mais surtout protéger les hautes sphères qui sont mises en cause. Dans cette vidéo, je vais évoquer toutes les problématiques financières, législatives et politiques. Je vais reprendre la chronologie des faits en expliquant les mécanismes qui ont été mis en œuvre pour construire cette machine de gouvernance et aussi en rappelant quelques faits politiques, parfois oubliés, qui donnent de la perspective. Alors vous inquiétez pas, ça n'a rien d'une frise chronologique linéaire, ennuyeuse, ça a plutôt l'air d'un grand 8, donc attachez vos ceintures, vous êtes prévenus. D'abord, prenons le temps de comprendre c'est quoi FTX et pourquoi elle a fait faillite. FTX, en seulement 3 ans d'existence, était valorisée à 32 milliards de dollars avant sa faillite. Mais alors, quel genre d'activité crée autant de valeur en si peu de temps? FTX était un foreign exchange, une plateforme d'échange d'actifs crypto qui prend des commissions sur les transactions. La monnaie est déposée dans un jeton qu'elle a créé et qui s'appelle dans ce cas FTT.
Est-ce que c'est un peu compliqué pour vous cette explication? Alors, si oui, on va se regarder contre 4 yeux et on va se dire la vérité. FTX, c'était un casino qui crée un jeton. Si vous voulez l'acheter pour jouer, c'est-à-dire spéculer sur des cryptos, vous l'achetez, mais par contre, FTX va jouer contre vous systématiquement. Comment? Eh bien, je vais vous donner aussi ici une explication sérieuse avec le jargon et ensuite je vous dis la vérité très simple. Alors, l'explication, c'est que pour maintenir un prix stable du FTT, ce fameux jeton qu'elle a créé, Alameda a servi de principal teneur de marché du jeton. C'est quoi Alameda? Alameda, c'est une entreprise sœur qui faisait du trading sur cette plateforme. Cela signifie qu'il achetait et vendait la majorité des FTT sur la bourse et en tant que commerçant majeur, avait la possibilité de fixer le prix du jeton. Un peu compliqué, ça me semble aussi. Donc, en termes simples, SBF, donc le fondateur, qui avait en fait le code de cette plateforme, pouvait imputer les chiffres qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il pouvait créer les volumes qu'il voulait, et en créant les volumes, il augmentait la valeur, gonflait la valeur de ce jeton, et du coup, quand vous l'achetez, vous achetez du vide. Du coup, tu vas me dire, mais quand tu gères un casino comme ça, où tu crées un jeton et que tu joues systématiquement contre tes clients, comment tu fais faillite? Comment est-ce que c'est possible? Ah oui, ça c'est une bonne question. En fait, quand vous versez de l'argent sur FTX pour acheter vos cryptos de spéculation, eh bien il se trouve que votre argent ne va pas sur le compte FTX et ne reste pas dans cette plateforme, non. Il va directement sur le compte de Alameda. Vous savez, c'est cette entreprise sœur dont je viens de vous parler. Et puis Alameda, en fait, elle fait du trading, c'est-à-dire qu'elle fait des investissements. Or, il se trouve que, eh bien, avec l'effondrement du marché du crypto en début d'année 2022, eh bien, les investissements n'ont pas tout à fait été fructueux. Et du coup, ben, l'argent, il est parti. Oh, ça arrive. Voilà. Oh, bah voilà, c'est tout. Quand tu es à la tête d'une société qui est valorisée à 32 milliards de dollars, tu fais quand même un peu attention, tu mets en place des process, tu peux recruter quelqu'un qui est responsable du risque, qui crée un petit algorithme de sécurité, hein, comme ça, là. Et maintenant, en fait, comme en témoigne la PDG de la société Yeah, absolutely Alameda, could pull it off without my math degree. Use very little math. Use a lot of like elementary school math. Being comfortable with risk is very important. We tend not to have things like stop losses. I think those aren't necessarily a great risk management tool. Trying to think of a good example of a trade where I've lost a ton of money. Well, I don't know. I probably don't want to go into specifics too much with that. Ah bah la gestion de risque, c'était pas exactement le métier principal de cette affaire. FTX, la plateforme, en fait, était une sorte de machine à cash au service de Alameda, la société de trading, pour fournir à cette société de trading des fonds pour les utiliser pour du blanchiment d'argent, la corruption d'une classe politique, la propagande d'une certaine idéologie. Global warming, COVID-19 preparedness, neglected tropical diseases, animal welfare. Comment ce détournement de fonds a pris fin au final? En fait, Alameda, en perdant de l'argent, a encore plus fait en sorte que FTX soit une machine à cash et en fait a boosté le sponsoring d'événements sportifs, de personnalités publiques, etc. Il se trouve que le bilan de Alameda a été publié, bilan privé, et on s'est rendu compte que le passif est trop gros et qu'il n'est backé que par le jeton qui ne vaut rien en actif. Et là, du coup, il y a eu une vente massive du jeton et FTX a été forcé de faire faillite. En fait, cette faillite a plusieurs enjeux. On a parlé évidemment du fait qu'elle mette à nu le système financier mais aussi politique. En fait, on se rend compte que FTX/Alameda était un couteau suisse au service de l'ordre mondial, qu'il l'utilisait pour influencer son idéologie et financer ses guerres, notamment en Ukraine. FTX était partenaire du UEF, qui a essayé de le dissimuler après la faillite, mais enfin, on s'en souvient. Un deuxième enjeu, c'est l'effet systémique. Vous savez, quand une plateforme crypto fait faillite, il y a un effet domino. Alors,
FTX est elle-même victime de cet effet domino. Or là, il y a quand même la première plateforme crypto qui est mise en cause. Aujourd'hui, la survie de Binance est mise en cause. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques jours. Et puis, en fait, surtout, il faut se dire que FTX, c'est la partie émergée de l'iceberg et la partie submergée, c'est encore Tether et c'est encore d'autres affaires qui vont probablement en fait s'écrouler. Donc c'est en fait très intéressant d'observer ce qui se passe. Il y a aussi en fait un effet systémique politique. Donc il y a la mise à nu du système, l'effet systémique, et l'effet systémique n'est pas que financier, il est aussi politique puisque c'est une affaire politique et financière. L'effet politique, il est d'abord au niveau des États-Unis, où on se rend compte qu'en fait, la vie politique aux États-Unis n'est qu'un spectacle. Il y a des gens qui ont profité des donations de FTX qui sont aujourd'hui chargés d'investiguer l'affaire. C'est assez phénoménal. Et en conséquence, on voit que le management n'est pas en prison, on est en train même de fabriquer un storytelling pour finalement essayer de ménager. Toujours sur le plan politique, il y a un effet systémique à l'international. Donc bien évidemment, on a vu qu'au début de la guerre en Ukraine, qui est une guerre du nouvel ordre mondial, on a demandé de l'aide à l'Europe. Maintenant que cette machine de blanchiment d'argent et de financement de la guerre en Ukraine est en panne, on a demandé à des pays en dehors de l'Europe de mettre la main à la pâte et de contribuer à l'effort de guerre ukrainien. On a demandé notamment à MBS de fournir du matériel de guerre et il a refusé. Et cet effet systémique est arrivé jusqu'à chez nous au Maroc, puisque au Maroc, eh bien, on a mis à disposition des tanks à l'Ukraine. Et donc le contribuable marocain est en train d'aider l'Ukraine pour une guerre qui ne le concerne pas du tout. L'effet systémique est réel. Et donc c'est pour ça que je dis que cette affaire est absolument importante à comprendre. Dans leur effort de minimiser l'affaire, les médias mainstream ont essayé de comparer FTX à Madoff, qui était un Ponzi scheme, certes, mais qui n'avait pas toute cette portée politique et des conséquences liberticides pour le monde entier. Non, Madoff a été emprisonné en plus. On l'a aussi comparé à Enron. Or, Enron était une société qui était plutôt organisée contrairement à FTX, qui était réellement une machine à cash. Et là, je cite le restructureur qui était chargé d'Enron justement et qui juge que le management a fait preuve d'une incompétence et d'une irresponsabilité qui ne laisse aucun doute sur les intentions criminelles du management. Ce sont ici littéralement des intentions criminelles qui sont mises en cause. Alors là, il y a tout de même un point commun avec Enron, c'est que, comme je l'avais dit, cette affaire va déboucher sur de la régulation, et notamment régulation, non pas seulement des cryptos, ça c'est juste ce qui va être relayé dans les médias mainstream, mais une régulation de la monnaie digitale centralisée. Et ça, c'est quelque chose qui nous engage tous. Moi, écoutez, j'ai trouvé quand même une autre comparaison qui me semble plus intéressante, qui n'a été mentionnée par personne. Elle n'engage que moi du coup, mais enfin, je vous la propose. Elle est là, je ne sais pas si vous reconnaîtrez le personnage, puisqu'il est plutôt jeune par rapport aux images qui sont en général relayées. Et puis, on va voir dans le développement si j'ai raison ou pas. Pour vous préparer au grand 8, je vous propose de faire encore un autre jeu. C'est le jeu des 7 familles. Ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à ça. Moi aussi. Vous allez voir, ça vaut le détour. Quelques déclarations dans les médias peuvent laisser croire que cette affaire FTX était dirigée par un gang de gamins incompétents et irresponsables. Rien n'est plus faux, rien n'est plus loin de la réalité. FTX est backé par le grand MIT Lab et une nébuleuse de membres de l'État profond pour servir des objectifs multiples. Ce gang de gamins, c'est en quelque sorte des hommes de paille, et la famille de SBF est le noyau de ces hommes de paille. Alors, on commence par les masterminds, et donc, en premier, le plus grand homme de paille, SBF. Son nom complet est Samuel Bankman-Fried. Il est né en 92 sur le campus de Stanford et il est issu d'une famille d'universitaires influents. 30 fois milliardaire à 30 ans, surhumain. Il est une fabrication pour le moins curieuse. Il ne s'adonne pas au plaisir, contrairement à l'humain. Lui, il est là en tant que Superman pour sauver l'humanité.
Lors de son incarcération, SBF a déclaré au juge qu'il prenait 10 grammes d'Adderall tous les 4 heures et portait un patch NSAM. Les deux sont des stimulants. NSAM, c'est normalement utilisé pour traiter la maladie de Parkinson ou la dépression, mais serait aussi utilisé pour augmenter les capacités de concentration ou les capacités cognitives. Au sein de l'entreprise même, le management encourageait les employés à prendre des amphétamines et pour dormir, prendre des somnifères. C'est donc en quelque sorte un drogué qu'on a devant nous, une sorte de zombie, et qui est pourtant adulé, notamment par les fonds de capital risque qui investissent dans son affaire sans faire de due diligence. Le fonds Sequoia lui a accordé un financement de 210 millions de dollars sans qu'il fasse de pitch, alors même qu'il était en train de jouer à un jeu vidéo. Et en plus, a rédigé un article qui l'encensait. Ils le décrivent comme un Superman, un génie salvateur hors du commun, au-dessus des autres et au-dessus de tout jugement par le commun des mortels. They call him the JP Morgan of crypto, right? Yeah, the Michael Jordan of crypto, if you will. Sam Bankman-Fried has really played a key role in the crypto industries. Les médias ont relayé ces mêmes qualificatifs et attributs du storytelling de Sequoia. C'est pas un storytelling qui est fait par la secrétaire pour le mettre sur le blog de l'entreprise. Non, c'est un storytelling qui est construit par des spécialistes et on est en train là de déifier un humain pour l'imposer comme modèle. On a même créé un concept sur mesure, notamment ce concept d'effective altruism qui veut qu'il est en train de devenir riche seulement pour redistribuer et faire du bien à l'humanité. De la même sorte, les médias ont essayé de non seulement normaliser cet art, mais de sublimer cet art. I was as truthful as you know, I'm knowledgeable to be. There's some things I wish I knew more about, but yes, I was. Now, let me ask you this. Do you agree that over time you also lied? Do I agree that I lied? I don't know of times when I lied. I think, look, there are certainly times when I was acting as a representative, as a marketer for FTX, and when I was... C'est un menteur compulsif, mais on nous explique qu'il doit être innocenté. Les dépôts des clients étaient virés sur le compte de son autre entreprise, mais ce n'est qu'une erreur, c'est un oubli, et on peut trouver une solution. Yeah. Did you know that FTX deposits were used to pay off Alameda creditors? I don't know of FTX deposits being used to pay off Alameda creditors. Are you, which creditors are you referring to? Il n'est pas capable de tenir un discours clair, mais c'est un génie. So, why is it different than email? You argued so well and so passionately Yeah. to not block email with Yes. licensing and KYC. I loved hearing that. Yep. That filled my soul with joy. Such Yeah. good arguments. Why Yeah. does that not apply to financial transactions? So, why does it not apply to financial transactions? I think there are a few things here. Il ne lit aucun livre. Au moment de la faillite, en fait, il y avait un auteur qui était en train de le suivre pour écrire un livre sur lui, toujours dans cette idée de construire un storytelling pour le déifier. Et il confie à cet auteur que lui ne lit aucun livre, puisque les livres, c'est pour les losers. Et donc, il n'y a pas de doute, c'est un leader. C'est ce qu'il explique dans son article d'ailleurs, l'auteur, c'est assez délirant. Il carbure aux amphétamines, mais après tout, les amphétamines, c'est le nouveau complément alimentaire des jours modernes. Ces descriptions ne sont pas anodines. Ce qu'il faut observer, c'est que, en quelque sorte, les teneurs du capitalisme sont là en train de construire un modèle pour toute une génération d'entrepreneurs qui veut que le bon entrepreneur soit en quelque sorte un psychopathe, une personne absolument insensible, qui ne donne pas de place au plaisir, qui ne donne pas de place au bonheur, et qui est là seulement pour incarner une machine à cash efficiente pour le système. On passe au père qui a un rôle absolument essentiel dans cette affaire. Il est le fils d'un franc-maçon, membre du B'nai B'rith,
et Jewish Foundation. Il est avocat spécialiste en taxation et il est professeur de droit à l'université de Stanford. Il a été impliqué dans la régulation de lois sur la taxation. Selon le fameux article de Sequoia, il serait également psychologue et thérapeute et il ne lâcherait pas son fils d'une semelle. Dans cette vidéo, on le voit dans une intervention au sujet de la régulation de la taxation des hedge funds et fonds de private equity. In my written testimony, I express my belief, and I believe the belief of an overwhelming majority of my colleagues and tax scholars that this preference is misguided. The way to think about it is to think of the choice our sons and daughters face when they decide upon a career. If they're smart and ambitious, they might become doctors or scientists or lawyers. These occupations and countless other occupations are going to produce income that's taxed at ordinary income rates. Alternatively, they could go into the fund industry and recognize some, and in some cases, most of their income at capital gain rates. That's simply unfair. It violates a common sense maximum that if you have two people earning the same amount, you ought to tax them at the same rate. It's also inefficient. It reduces the size of our economic pie by distorting the career choice our sons and daughters are going to make. Un petit air Fauci un peu inquiétant. En tout cas, le père Bankman a une grande maîtrise du sujet, c'est indéniable, et il serait à la tête du management de toute cette affaire. En tout cas, il a aidé de manière certaine SBF à lever des fonds donc pour un Ponzi scheme, ce qui est tout à fait naturel, après tout, pour quelqu'un qui est impliqué dans la régulation de taxation et qui est prof à l'université de Stanford. Et puis, tout le monde sait qu'il est tout le temps avec son fils au point où, au moment des audiences d'investigation, un membre s'est demandé pourquoi on n'a pas arrêté le père. Sharing your findings with the SEC at all as you've been going through this? Yes. Okay. How about the Southern District of New York? Yes. Okay. I'm going to get to a couple of practical questions. Is there any evidence of his parents' involvement in the operations? We're investigating that, as well as any other, players in the email, Slack, Signal. It's billions of records. It's a very vibrant environment. So I hear that you haven't discovered that. I mean, it would seem interesting that that they didn't either give legal advice or business advice or parental advice, maybe. Well, certainly, clearly, and I think in our first day papers we indicated that that Mr. Bankman had given legal advice. Okay, and had he been an employee of FTX, has it been reported? I don't know if he actually had an employee status, but he certainly received payments from. The family did receive payments. Okay, that sounds like employment to me. You got a payment for, okay. Well, I raise that because on December 8 of 2021, I met with Sam Bankman-Fried in my office, which I will note was just immediately before he came down to the hearing. He was at least 15 minutes late, and his father accompanied him in that meeting. I asked and focused on what types of regulation he was under, his engagement with regulators, and how that affected FTX. But it seems to me that there's a lot more to uncover here. Certainly, Mr. Bankman-Fried has let's say, wooed many in New York, Silicon Valley, around the world, and yes, certainly here in D.C. He was, they loved, I think everybody loved the exciting idea of a politically progressive, smart entrepreneur who was going to reimagine capitalism and change the world, feeling better about themselves, all while making them gobs of money. And I'm glad to see it's finally unraveled. Ce n'est pas non plus par le plus grand des hasards que le père Bankman qui s'occupe de cette affaire soit un spécialiste en taxation, puisque on a une partie du business qui a besoin de cette expertise. On a alors FTX qui est la plateforme qui est la machine à cash, on a Alameda qui vend des Ponzi schemes, mais on a aussi un instrument de blanchiment d'argent et de financement de guerre et du Parti démocrate. Je m'explique. Les démocrates américains ont envoyé des fonds fiscaux américains au gouvernement ukrainien en tant qu'aide. Ces fonds sont ensuite passés du gouvernement ukrainien à FTX au nom de la construction d'une économie numérique post-conflit.
dans l'esprit de la grande réinitialisation, le Great Reset. FTX a ensuite renvoyé une partie importante de ses fonds sous forme de dons de campagne aux élections de mi-mandat du Parti démocrate, afin que leurs amis du Parti démocrate puissent être réélus au gouvernement et continuer à siphonner les taxes des Américains vers l'Ukraine cette fois, mais aussi vers l'économie de guerre qui ne cesse jamais dans le système capitaliste, pour ensuite s'enrichir de manière perpétuelle. SBF avait donné à titre personnel 5 millions de dollars, un peu plus à Biden lors des élections, mais au midterm, ces donations s'élevaient à 40 millions. Et puis, il s'était engagé à atteindre le milliard de donations lors des élections de 2024. Donc c'était ça le business, et c'était ça un process qui est compris totalement dans l'affaire FTX. Il faut le comprendre. Les parents de SBF semblent en tout cas complices du détournement de fonds, puisque des articles reportent qu'ils étaient en train de construire un empire immobilier aux Bahamas, ayant investi aux alentours de 300 millions de dollars. Ça semble rapporter université. Place à la mère Fried, Barbara Fried, avocate, professeure de droit à l'université de Stanford, on ne change pas une valeur qui gagne, et Barbara, elle avait une activité plutôt curieuse, c'est qu'elle a créé une organisation qui fait des donations au Parti démocrate. Cette organisation, Mind the Gap, avait la particularité de ne pas révéler d'où provenaient les fonds. En général, ils proviendraient d'investisseurs de la Silicon Valley. C'est une activité plutôt louche. Les choses sont d'autant plus louches que FTX a été créé 13 jours après l'annonce de Biden de sa candidature aux élections présidentielles. Assez louche quand on sait que FTX est devenu du jour au lendemain un succès, et assez louche quand on sait que FTX a servi à faire du blanchiment d'argent et du financement de guerre. Intéressant. Dans la famille Bankman-Fried, j'ai nommé le frère, Gabby Bankman-Fried. Comme son frère, il a commencé sa carrière dans la société de trading Jane Street et ensuite il a fondé une organisation à but non lucratif, dans le but de fournir un soutien aux 30 milliards de dollars que l'administration Biden a alloué à la planification de la pandémie. Planification de la pandémie, c'est quoi? Planification de la pandémie, c'est que vous ne pouvez plus être en charge de votre vie parce qu'il y a un méchant virus. Je n'en dis pas plus parce que j'ai déjà eu une vidéo censurée à ce sujet. En tout cas, l'institution du frère Gabby Bankman-Fried, qui s'appelle Guarding Against Pandemics, a été évidemment un pot de miel pour le financement de Biden. FTX a dépensé plus de 70 millions de dollars sur des projets de recherche en lien avec la pandémie. L'un des objectifs, c'était de montrer que seul le vaccin était capable d'être un remède contre le virus. Et dans cet esprit, ils avaient financé une recherche qui montrait que l'ivermectine n'est pas un remède possible, et a seulement l'effet d'un placebo. Or, cette recherche est tout à fait discutable et elle a probablement privé beaucoup de personnes d'un remède qui leur était possible, et ça, c'est un scandale en soi. Sur le site de Guarding Against Pandemics du frère de Gabby, la page sur l'équipe a été supprimée. Les archives ne nous en privent pas et on se rend compte que l'équipe est composée essentiellement de gens qui viennent de la Banque mondiale, COVID Act Now ou Future of Humanity Institute d'Oxford. On passe à Tata Fried, la sœur de Barbara Fried, Linda Fried. C'est une épidémiologiste. Elle est la première femme dean de Columbia University Mailman School of Public Health. Sa recherche se concentre sur le vieillissement et elle a créé le premier programme universitaire qui se concentre sur le climat et la santé. Tous les sujets favoris du nouvel ordre mondial. Elle est d'ailleurs conseillère du WEF, World Economic Forum. On passe à la famille Ellison, et notamment Caroline Ellison, qui était la PDG de Alameda. Comment elle s'est retrouvée PDG de Alameda sans expérience? Elle n'a pas d'expérience et elle se retrouve à la tête d'un Ponzi. Comment? Eh bien, en fait, elle était la copine de SBF.
on and off. Et puis à un moment, elle ne savait pas quoi faire de sa vie, alors il lui a dit, ben viens, tu peux être la PDG de ma société, que je gère moi, mais après tout, tu peux être là. C'est à peu près ça. Et d'ailleurs, Caroline nous rappelle que le plus important, c'est pas du tout les diplômes, mais le réseau. Alors Caroline avait plutôt la parlotte et elle écrivait dans des blogs toute sa vie. Et il y a une citation que j'ai envie de mettre en avant. Je la lis et je vous dis pourquoi. When I first started my foray into poly, I thought of it as a radical break from my trad past. But to be honest, I've come to decide the only acceptable style of poly is best characterized as something like imperial Chinese harem. None of this non-hierarchical bullshit, je sais pas, j'arrive pas à lire, peu importe. Everyone should have a ranking of their partners. People should know where they fall on the ranking, and there should be vicious power struggles for the high ranks. Le niveau de psychopathie est incroyable. En fait, le côté poli ne m'intéresse pas, le côté sexuel ne m'intéresse pas. Le sexe est absolument omniprésent dans le cercle de pouvoir, c'est une chose. Mais ce que j'ai envie de pointer du doigt là, c'est l'hypocrisie de ces organisations mondiales qui nous vendent l'égalité homme-femme, etc., qui est totalement fausse, qui n'existe pas, et la réalité de ce monde du pouvoir où la femme n'est qu'un vagin. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, tout ce que j'ai écrit dessus. Mais voilà, j'avais envie de pointer ça du doigt. Et ce qui est intéressant, c'est que pour accepter ça, les femmes du pouvoir, en fait, apprennent à aimer ça. Voilà, de manière vicieuse, comme elle dit. Chacun son truc. Mais je voulais vraiment faire le parallèle entre le mensonge de l'égalité homme-femme et la réalité, même dans les centres de pouvoir. La réalité de la femme qui n'est certainement pas égale. L'égalité homme-femme n'existe pas. Le fait que dans ces cercles de pouvoir sionistes ou judéo-chrétiens, la femme est réellement inférieure, ça c'est encore autre chose. C'est pas le sujet. C'est pas notre sujet du jour. En tout cas, les autorités américaines ont annoncé le 22 septembre que Caroline Ellison et le développeur Gary Wang ont collaboré avec les autorités pour négocier une réduction des peines. 7 chefs d'incrimination ont été retenus contre Caroline Ellison et ces 7 chefs d'inculpation équivalaient à 110 ans de prison. Et pourtant, elle a été libérée comme SBF a été libéré et sans caution. Sans caution. Il y a eu un bail. Alors, bail, je ne sais pas exactement ce que c'est dans la juridiction américaine, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas avancé un centime pour sortir. Il suffisait de garanties, des choses comme ça. Ce qui est juste phénoménal. Et qui en dit long sur le système américain. Et à quel point il n'est pas démocratique. Avançons. Toujours dans les masterminds, j'ai désigné le MIT Media Lab comme un acteur à part entière dans cette affaire. Un acteur majeur de cette affaire. Pas seulement parce que SBF est diplômé du MIT, parce que le père de la PDG de Alameda est professeur au MIT à la tête du département économique, pas seulement parce que le régulateur chargé de ce secteur des actifs digitaux est professeur à MIT et même conseiller du MIT Media Lab, pas seulement pour ça, non, parce que il me semble que FTX/Alameda, c'est un prolongement des projets de recherche du MIT. Mais alors vous allez me demander, c'est quoi que fait le MIT? Très bonne question. Le MIT est très actif sur l'avancement des monnaies digitales, dont j'ai parlé tout à l'heure, au point où il serait derrière le Bitcoin. Intéressons-nous d'abord aux monnaies digitales. Le MIT Lab a un projet qui s'appelle Hamilton Project. Son objectif est d'étudier la faisabilité technique, donc empirique, d'une monnaie digitale centralisée, à usage généralisé et qui pourrait soutenir une économie de paiement à l'échelle des États-Unis, mais aussi globalisée, on va le voir dans la chronologie, vous allez voir. Et donc, l'objectif, c'est d'acquérir une compréhension pratique des défis techniques, des opportunités et des risques d'une CBDC
hypothétique. Ce projet Hamilton intègre également la recherche empirique sur les stablecoins, garde-le à l'esprit, et il intègre le Transparency Act, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui n'a pas été médiatisé. Il a été passé en janvier 2021 et l'objectif principal de la loi, c'est la transparence des entreprises pour protéger le système financier américain contre l'utilisation pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Vous voyez un peu les liens. En tout cas, je vais les détailler. Ça, c'est pour le Hamilton Project. Pour ce qui est du Bitcoin, s'il n'est pas certain que le Bitcoin a été initié au MIT, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment même, et depuis 2015-17, le Bitcoin est développé au sein du MIT. Et le Bitcoin a des points communs, ou en tout cas des liens directs avec Alameda FTX. Je vais détailler ça. Seulement, voilà, il y a un hic ou une transition, un trait d'union, ça dépend comment on place les choses. Ce fameux Project Hamilton aurait été financé par none other than Jeffrey Epstein et Bill Gates. Et ça soulève plusieurs questions. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le FTX / Alameda, ce ne serait pas l'héritier de Epstein, qui était un agent du Mossad de la CIA, qui aurait été en tout cas un agent, double agent, et qui clairement faisait du blanchiment d'argent. On retrouve dans les articles devant son nom toujours Sex Offender Jeffrey Epstein. Mais ce serait peut-être pour nous faire oublier son core business, son business principal qui est l'espionnage, le blanchiment d'argent et le financement de choses assez occultes. Bon, regardons de plus près. En 2011, Joe Ito avait été nommé directeur du MIT Lab. Et c'était une nomination pour le moins curieuse, puisque c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de diplôme. Et il a été plébiscité ou imposé quelque part par quelques noms, de la même manière que SBF a été imposé. Je lis dans la fiche Wikipédia, his appointment was called an unusual choice since Ito studied at 2 colleges but did not finish his degree. The choice is radical but brilliant. C'est chelou, mais c'est brillant. Bon, bref, c'est toujours la même chose. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, qui était initialement sur la page du MIT, on comprend que, en fait, Joe Ito s'était intéressé aux cryptos en 90 et au Bitcoin en 2015. I'd love to hear a little bit more about, you founded this 2 years ago. What were you thinking? Where did it come from? Yeah, so I was into cryptocurrencies really early in the 90s when DigiCash came out. So I kind of had an interest in it, but I kind of was looking at the Bitcoin blockchain thing without really being that excited about it. And then Jeremy Rubin, who we both know, he was one of the founders of the Bitcoin Club, which is a student activity here at MIT. And at a food camp, he was kind of really excited about it and talking about it. And so I was pretty late, actually, to the Bitcoin thing. But he was hanging out at the Media Lab. And so we were starting to pay attention to the Bitcoin thing when the Bitcoin Foundation was having problems and it was sort of imploding. And I was talking to a bunch of people, including people at Stanford and other places, about maybe trying to create support for the core developers who I thought it was important that they were independent, and that one of the important functions of the Bitcoin Foundation was to support the independent core developers. And so initially I was trying to get a fund so that they could go to any university, but because the time constraint and because all of the core developers that were funded by the foundation said they'd be happy to come work at MIT, we sort of stitched together this initiative. Initially, it was just to fund them, but we decided that actually having a non-profit academic hub to do this sort of work was important. Yeah. On nous dit que en fait le MIT et donc Joe Ito a sauvé le Bitcoin en 2015, et ça veut pas dire que le Bitcoin n'a pas été initié au MIT. Évidemment, on ne sait pas où il a été initié. Mais bon, disons que c'est quand même une coïncidence que ce soit le MIT qui l'ait sauvé. Et en fait, Joe Ito était
instrumental, a joué un rôle en 2015 pour le sauver. Et donc, en fait, 2015, ça coïncide avec les financements de Epstein et Bill Gates. Et en fait, leur financement aurait servi à financer donc, ce projet de monnaie digitale centralisée. On retrouve des traces de tout cela. Le développeur du Bitcoin affirme en 2015 qu'il rejoint le MIT dans un blog sous la bénédiction de Satoshi Tralala. Bon, ça c'est du marketing. À la suite de ce financement, ils ont pu financer ces développeurs, mais aussi en fait développer donc cette monnaie. Et on retrouve en fait des noms qui sont issus du MIT qui ont rejoint d'autres compagnies pour développer et avancer ces projets de monnaie digitale. Un professeur associé, Christian Catalini, qui était au MIT, au Centre de recherche des monnaies digitales, et qui est devenu économiste chez Calibra pour développer la monnaie digitale de Facebook. Et il y a un autre professeur, Silvio Micali, qui a fondé Algorand. Algorand, on va en reparler. Ça va être un projet qui est plébiscité par le MIT et toute la nébuleuse de gens qui gravitent autour du MIT. Donc, par exemple, dans cet article qu'on retrouve sur Yahoo, on se pose des questions. Ito's departure from MIT raises questions about DCI past funding and its future direction, given the Media Lab's ties to Epstein. C'est clair, en fait, il y a des liens clairs. It's fair to wonder whether the convicted sex offender, who was apparently intrigued by Bitcoin, ever directed money to or within DCI. MIT's Digital Currency Initiative didn't immediately reply to a request for comment. C'est assez clair, je veux dire. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Voilà. Voyons maintenant qui est-ce qu'on retrouve dans le MIT, qui anime cette belle communauté. En premier lieu, Glenn Ellison, c'est le père de la PDG de Alameda. Alors, vous avez SBF qui est diplômé du MIT et dont les parents enseignent à Stanford, et vous avez la PDG de Alameda qui est diplômée de Stanford et dont les parents enseignent au MIT, les deux. Donc le premier c'est le père et il est à la tête du département économie. Voyons comment il se présente lui-même. I actually will not explain anything that I do on today's stage. I get to be here as the privilege I have of being the head of the Department of Economics, and we're going to have a bit of a celebration of the economics department. You know, I think department heads often start this by sort of going through the history of MIT economics and going back to just before World War II when Paul Samuelson arrived at MIT. And, you know, Paul essentially took advantage of anti-Semitism that existed at the Ivy League schools, which I guess at the time felt that you should not have more than one Jew on your faculty. Paul recognized that as an opportunity, really created in a very short period of time one of the greatest economic departments in the world at an engineering school. And, you know, I guess I'm really here, though, to look at the present and really say I'm really proud that 80 years later, MIT still has the #1 economics department in the world. You know, we have a number of recent successes. Since the year 2010, 6 members of our department have won the Nobel Prize, which I would point out is more Nobel Prizes than all other departments at MIT combined by a fairly comfortable margin. We also have a lot of outstanding young faculty, the American techniques. But what I think is really most important right now in this current world is that we have a tremendous set of empirical economists. And you might ask, what is an empirical economist? Roughly, you know, empirical economists are people who work with data, and they're really what make economics a tremendously exciting place to be right now. And I know that people may be skeptical and say, you know, how could it be an exciting day to be an economist? You know, the world is so polarized, so hard to cut through the noise. But what I think is really going on is, while it's more and more difficult to have an influence, the quality of work that empirical economists are able to do has grown so quickly that they are able to have a greater influence than they have ever had before. And, you know... Bon, 2 choses. 2 mots-clés, économie et Paul Samuelson qui, a priori, est la tête de tout. Économie, c'est quoi? Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des idéologies. L'économie, en réalité, c'est des séries d'idéologies qui donnent une orientation à l'économie. Et ce dont il s'énorgueillit, c'est que ses collègues permettent en fait de donner une orientation à l'économie. Est-ce qu'on peut confirmer ça en voyant qui est tonton Samuelson? Paul, dont il nous parle. Paul Samuelson. Who are you? Prize.
what Paul Samuelson said about economics. Oh, j'étais sûre qu'on allait trouver des pépites. Boom. Première citation. To be a good economist, you must be a good political economist. L'économie est liée à la politique. C'est ce que je viens de dire. Tiens, ce article doit être bon. On va trouver une autre pépite. Je le sens. Premier paragraphe. I don't care who writes a nation's laws if I can write its economics textbooks. L'économie est au-dessus des lois. Et en fait, il dit qu'il s'en fout de qui rédige les lois d'une nation tant qu'il peut écrire les manuels d'économie. Donc l'économie, en fait, engendre les lois et c'est ça qu'on voit en fait dans tout ce processus. C'est qu'on a des gens qui font du lobbying pour donner une orientation à l'économie, créer des monopoles et ensuite légiférer dans le sens qui fait leur intérêt. Bon, ben voilà, on a une idée du MIT. FTX est là pour illustrer et même Glenn Ellison, eh bien, il est là pour nous le démontrer. Et là, on est dans un exemple flagrant où le MIT est réellement là en train d'aider FTX. Le 25 avril, vous voyez, il y a Glenn Ellison qui est en réunion avec le CEO de Goldman Sachs pour faire en sorte que Goldman Sachs aide FTX à obtenir des approbations ou des permis pour exercer des activités financières. Donc, on a aussi le père Glenn qui retrousse ses manches et qui met la main à la pâte. Et donc, c'est aussi une preuve que le MIT est réellement impliqué dans le process de FTX. Si on s'intéresse rapidement à la mère Ellison, on voit qu'elle est l'auteur de 2 publications qui sont en lien avec le Covid. An Economist's Guide to Epidemiology Models of Infectious Disease. Policy Implications of Models of the Spread of Coronavirus, Perspectives and Opportunities for Economists. Une affaire familiale, FTX, décidément. Ensuite, on a, last but not least, Gary Gensler, qui est conseil du MIT Media Lab et qui enseigne au MIT. Et il se trouve qu'il est à la tête de la SEC qui régule tout ce secteur des actifs digitaux. Alors, c'est quoi la SEC? The US Securities and Exchange Commission, elle a 3 missions. Protéger les investisseurs, maintenir en ordre les marchés des cryptos, mais aussi en fait de tous les actifs digitaux et faciliter la formation du capital. Je pense qu'il a rempli toutes ces missions lorsqu'il s'agit de protéger les investisseurs de FTX, maintenir le marché comme eux ils veulent et puis former le capital là où ils veulent. Voyons comment il se présente lui aussi. My name is Gary Gensler. I'm a senior lecturer here at MIT Sloan. I'm also an advisor over at the MIT Media Lab. And I've spent a lifetime around the world of finance and money and public policy. And I've been at MIT this last 8 months, and we're going to learn a lot together about blockchain and money. We're going to have a little bit of fun here and see what we're going to do. So, Gary Gensler, non seulement remplit tous ses rôles, mais il était également à la tête du financement de la campagne de Hillary Clinton. Vous comprenez bien du coup qu'il a eu du mal à choisir entre réguler les marchés de manière efficiente et faire en sorte que FTX puisse financer le Parti démocrate qui est en fait sa famille originelle. Chacun ses dilemmes. Et il y en a qui s'en sont rendus compte des dilemmes de M. Gary Gensler. Et là, vous avez notamment un sénateur qui l'interpelle au moment de la faillite où il est parti en campagne médiatique. Interesting. Gary Gensler runs to the media while reports to my office allege he was helping SBF and FTX work on legal loopholes to obtain a regulatory monopoly. We're looking into this. Au moment de la faillite, FTX avait 9 milliards de dettes et seulement 900 millions de dollars en actifs liquides. Et ça va être difficile pour Gary Gensler d'expliquer comment il s'en est pas rendu compte. Alors même que, au même moment, il avait rencontré le management d'FTX
avec SBF pour négocier ce qu'on appelle a conditional no action relief. Enfin, littéralement, c'est une carte blanche qui permet de ne pas passer par la case prison s'il y a un pépin. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est qu'il y a des traces partout, ce qui n'était pas le cas avant la décentralisation de l'information, grâce à Twitter, grâce à Internet. Et en fait, finalement, pour eux, l'innovation est à double tranchant. Résumons en tout cas quel est le rôle de l'université dans cette affaire, ou le rôle d'une université dans les temps modernes. Le premier, c'est l'idéologisation et le travail pour légitimiser une idéologie. La deuxième, c'est la recherche empirique et faire en sorte que la recherche soit concrétisée. Ensuite, en fait, on place les étudiants pour non seulement implémenter l'idéologie, mais aussi pour garder une influence. Et les étudiants sont là pour concrétiser, mais aussi ils reviennent pour enseigner et propager l'idéologie. Et enfin, pour entériner cette implémentation, on passe à l'étape de régulation qui permet de consolider le monopole qu'on a essayé de construire. Voyons un peu en illustrant avec cette affaire. Idéologisation et légitimisation. Donc on a vu Glenn Ellison en train de parler de son département qui est le cerveau de l'économie. La deuxième, c'est la recherche empirique et sa concrétisation. C'est MIT Media Lab qui fait le DCI, qui cherche du financement et qui lance un projet, qui lancerait, restant au conditionnel, un projet comme FTX pour concrétiser la chose sur le terrain. La troisième, c'est le placement des étudiants pour implémenter l'idéologie. On l'a vu donc avec les gens qui sont dans ces affaires. Je vais l'illustrer encore de manière plus claire. La dernière étape, je pense qu'on l'a vu assez clairement tout au long de l'affaire, mais on peut s'en tenir seulement à Glenn Ellison, à la tête du département qui va faire clairement du lobbying pour créer un monopole. Je reviens au troisième point, placement des étudiants pour implémenter l'idéologie. Et là, j'ai envie de prendre un exemple assez intéressant d'une élève de Stanford qui a un parcours absolument fulgurant. Your story is really interesting to me, and we were talking about this a little bit backstage. So, Katie actually went to the Stanford Law School and studied with Sam's mother. And father. And father. So, they taught me what I knew but they had about actually never met in person until just now. Well, and for a couple decades. Right. Like, Since Sam then. might be the first person in crypto I ever met. She knew Sam when he was a little kid. Parcours absolument incroyable. Elle est diplômée, se retrouve au ministère de la Justice sur des sujets absolument délicats. Surveillance généralisée, Patriot Act, financement de terrorisme. Elle travaille sur des sujets liés à la CIA et au FBI et liés au comité qui approuve les opérations du FBI. Ensuite, elle se retrouve dans un département qui s'occupe de tout ce qui est antitrust. Elle contribue à gérer un budget de 22 milliards de dollars. Elle écrit qu'elle rencontre de manière routinière les ministres des Affaires étrangères du G8 pour préparer le G8 du Japon. Ensuite, elle en vient à travailler au département qui s'occupe des cryptos. Et à un moment, on lui demande même de détruire le Bitcoin. Et au final, elle se retrouve à travailler dans un fonds crypto VC de 350 millions de dollars. Finalement, elle se retrouve à lancer un fonds où elle lève 1,5 milliard de dollars pour investir dans les cryptos. Donc c'est ce qu'elle essayait de réguler au ministère de la Justice et même de restreindre. Maintenant, elle est investisseur dans ce marché et dans son fonds, elle recrute des gens de Airbnb, de l'administration Clinton, de l'administration Biden, de Facebook, de Google, Twitter et Coinbase. Alors, je voudrais dire quelques mots sur l'équipe FTX. Deux personnages importants, je ne vais pas m'attarder dessus. Le premier, c'est Dan Friedberg, personnage absolument sulfureux. C'était le Chief Regulatory Officer, celui qui était chargé de juguler le risque. Il y avait quand même quelqu'un qui était chargé de faire ça. Ceux qui disent que Joseph Bankman, le père de SBF, était en fait celui qui était à la tête de cette affaire, disent que la hiérarchie était la suivante. Le père de SBF, Joseph Bankman, ensuite il y avait
cette personne, Dan Friedberg, c'était the adult in the room, c'était la personne la plus mature en fait de cette équipe. Et ensuite, il y avait SBF et les autres qui implémentaient. Alors, cette personne en fait aurait des liens avec Tether. Tether, c'est quoi? C'est le stablecoin qui, on va voir ça plus tard, c'est la partie en fait submergée de l'iceberg, c'est le plus gros du scandale quelque part. En tout cas une grosse partie du scandale financier au sujet des cryptos. L'autre particularité de ce personnage sulfureux, c'est que son activité dans FTX ressemble étrangement à un autre scandale où il y a des preuves qu'il a essayé d'habiller la fraude. La fraude est la même. C'est un site qui émet des jetons et ensuite joue contre les clients. Et pourtant, Dan Friedberg n'a pas été interpellé et n'a pas eu d'ennui avec la justice. Dans cette même affaire FTX, il y a des vidéos de lui où on le voit faire du chantage à des partenaires qui ont confié leurs jetons, leurs coins à FTX et FTX aurait en fait essayé de réduire le prix de ses jetons et même falsifier les jetons. Toute une histoire. C'est un personnage dont la seule présence est tout à fait douteuse. L'autre personnage qui est intéressant, c'est Ryan Salameh. C'était la personne chargée de financer le parti républicain. C'est le parti républicain et non démocrate, mais par contre, on a bien choisi les personnes qui étaient en train de défendre les mêmes sujets fétiches de FTX. Pandemic preparedness et le climat, etc. Il se trouve que sa femme a non seulement bénéficié de fonds de FTX, mais en plus, elle est conseillère d'une société affiliée, vous l'aurez deviné, eh bien, au MIT Media Lab. L'autre chose intéressante sur ce personnage, c'est que en fait, ce serait lui qui aurait joué les alerteurs, puisqu'il était parti voir à la veille de la faillite les autorités du Bahamas. Voilà, je pense qu'on est échauffé là, hein? Vous l'avez compris, on n'est pas chez les enfants de cœur et j'espère que l'exposé qui suit va vous permettre de nuancer votre avis sur le capitalisme et sur la démocratie. Vous me direz. Buckle up. On serre les ceintures et puis on est en train de monter sur notre grand 8 là.